Bonjour à tous et bienvenue sur Café Dev pour la série d'été. Dans cet épisode, nous allons créer ensemble une API REST pour le projet Label CV. Bonjour Sylvain. Salut Chris, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors Sylvain, s'il y en a qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en deux mots? Donc moi je suis ingénieur chez Microsoft et une de mes spécialités c'est TypeScript. Donc je suis notamment organisateur du Meetup à Paris. Et donc c'est un langage que j'adore, j'en fais très régulièrement. Et j'aime aussi beaucoup Node.js, enfin tout l'écosystème Node. Donc voilà, du coup c'est pour faire rapide. Merci d'être avec moi sur ce projet-là. Donc tu le sais, le contexte du projet, je suis en train de développer tout l'été une application cloud native en open source qui est déjà disponible sur GitHub. Enfin en tout cas, les morceaux qu'on est en train de créer sont en live. On est vraiment en train de développer sur GitHub en open source. Une application à la base pour l'association Surfrider de protection des océans. Là, ce que j'aimerais faire avec toi, c'est commencer vraiment à écrire le code. D'accord. J'ai globalement configuré le repository et tout ce qui va autour. Mais là, il faut commencer à un moment donné, si on doit développer une app, il faut écrire du code. Il faut y aller un peu, quoi. Exactement. Et donc là, l'idée, c'est de commencer par l'API, par le backend. Et donc de globalement, faire un backend qui va me permettre d'uploader les photos. Alors la partie upload de photos, je la verrai un petit peu plus tard, mais d'uploader les métadonnées de la photo. Et puis de récupérer une liste de photos. Ouais, tout à fait. Voilà, comme ça on a un peu un canevas lecture-écriture avec la base de données, l'API. Et puis moi après je vais continuer à développer les différentes fonctionnalités dont j'ai besoin à partir de ce canevas. À partir du socle de base qui aura été créé là, pendant cette petite session d'aujourd'hui. Exactement. Donc comme c'est un projet open source que je souhaite avoir le plus de contributeurs derrière, que ça puisse être hébergé assez facilement, j'ai fait moi le choix de Node.js et de TypeScript pour que ça soit le plus ouvert possible. C'est quand même un langage qui est extrêmement répandu. Qui est de plus en plus répandu en effet dans les communautés, surtout depuis 2 ans. Donc c'est un très bon choix, il y a beaucoup de gens qui en font, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de librairies qui migrent à TS. Il y a plusieurs frameworks qui ont été construits directement avec TS, notamment celui qu'on va utiliser aujourd'hui, qui est NSJS. Qui est un framework web pour faire des applications back-end, notamment des REST API, mais aussi du WebSocket ou du GraphQL. Et du coup, on avait discuté ça au début pour choisir un peu, et on s'était dit que c'était une bonne idée parce que c'est un framework en Node qui correspond aux standards qu'on va retrouver dans d'autres langages, notamment dans .NET ASP.NET MVC, ou en Java Spring Boot, ou pour Ruby on Rails, ou aussi Symfony pour PHP. Et donc du coup ce qui est bien, c'est qu'on va se retrouver avec quelque chose qui va nous amener énormément de capacités déjà de base, et ça va nous simplifier grandement le développement, et on aura une application avec un code relativement moderne. Et donc du coup c'est pour ça qu'on avait un peu décidé, quand tu m'as dit je veux faire du Node, on va peut-être faire du Nest, parce que du coup ça pourra être super pour ton projet, puisque ça va nous amener quand même un socle assez solide. Et voilà, donc c'était un peu l'idée de départ. Ok, donc là on est avec ma machine de développement. Sur ma machine de développement, j'ai, donc vous voyez, j'ai le projet GitHub qui a été créé, Label CV. On va créer une branche pour pouvoir travailler dessus. Et ensuite j'ai Visual Studio Code avec Node.js tout installé et l'extension Azure Cosmos DB. Alors, durant cette première vidéo, on va vous faire un aperçu d'une solution qu'on a déjà créée. Donc, on va parcourir du code qui est déjà écrit. Et on va publier dans quelques jours une version unplugged de la session. En fait, juste avant de tourner cette vidéo, on a développé ensemble l'API from scratch. On est vraiment parti, vous le verrez, d'un projet de zéro. Donc on a filmé une session d'à peu près 2 heures. Plutôt rigolo d'ailleurs. Voilà. Vraiment en live avec nos échecs, nos erreurs, nos debugs, pour que vous voyez un petit peu le process de création vraiment pas à pas. Là ici on va rester un petit peu plus dans les concepts et vous donner les bonnes idées. Si vous aussi vous souhaitez vous lancer, comment vous pouvez le faire assez facilement. L'idée c'est plutôt dans quelques minutes d'avoir un aperçu de ce qui a été fait, parce que l'autre vidéo fait 2 heures, donc c'est vraiment plutôt pour aller voir si on veut du détail, mais là c'est plutôt vraiment le condensé des 2 heures, donc tout à fait Alors peut-être qu'on va partir du résultat et montrer ce qu'on a faire une petite démonstration avant de démarrer, ce qu'on a développé.
Donc là, on est dans l'outil Postman, qui est un outil qui vous permet en fait de travailler sur quand vous développez un serveur web ou vous développez une API. En fait, vous allez pouvoir enregistrer toutes vos requêtes, créer vos requêtes et les exécuter et avoir, comme vous voyez, l'historique. On peut les sauvegarder aussi. Les sauvegarder, les partager. Donc quand on développe des API web, c'est un outil assez pratique à avoir tout à fait, très bon outil, dans son tool. Donc en fait, on a développé une API qui est très simple, qui supporte deux méthodes. Une méthode get pour récupérer une liste d'images. Oui. Et plus exactement une liste d'images à traiter. On le verra, il y a un statut dans l'image, puisque l'image va passer par différents statuts à partir du moment où elle est uploadée, pour être vérifiée, pour être modérée. Et puis quand on aura assez de labels, de qualifications sur cette image, on ne va plus la proposer aux utilisateurs de l'application, puisqu'on sait déjà que c'est une image, par exemple, avec un mégot de cigarette, ou une bouteille ou une canette. Et puis une méthode post qui va créer l'image. Tout à fait. Alors, petite subtilité, ici on est plus sur la partie vraiment données, pas sur la partie image. Je fais bien de le préciser, puisque ici on ne va pas travailler sur des fichiers images. Le but c'est plutôt de stocker des données qui sont des métadonnées de l'image, on va dire, pour le traitement derrière. Voilà. Donc si je fais le get, alors est-ce que j'ai mon serveur de lancer? Je ne pense pas. J'aurais dû le lancer juste avant. Donc là, le message d'erreur, c'est normal, ça c'est mon profil. Donc je vais aller dans le dossier API. Label CV API, npm run start. On va faire juste start dev. Ouais, fais un start dev, tout à fait. On n'a pas besoin de faire plus pour l'instant. Voilà, il va démarrer l'application. Donc là, ça prend un petit peu de temps. Et donc, du coup, quand ça sera démarré, dans quelques instants, on va pouvoir tester l'API. Alors, cette API-là, on l'a pas précisé encore. Elle a une base de données derrière, et la base de données, elle est hébergée dans Azure avec une base de données Cosmos DB. Ouais, tout à fait. Starting to change. C'est bon. Il est encore en train de watch, mais c'est en cours. Du coup, peut-être que tu peux préciser pourquoi tu as choisi Cosmos. Oui, alors j'ai choisi Cosmos DB pour différentes raisons. Tout d'abord, on est sur un modèle qui est amené à évoluer, même si aujourd'hui, vous l'avez vu dans la première vidéo de la série, je travaille pour l'association Surfrider, entre guillemets, pour vraiment répondre à leurs besoins. L'idée, c'était de faire une application open source, pas de faire une application Surfrider. Et donc de faire une application open source dont l'objectif est de permettre à des gens de labelliser en mode crowdsourcing une grande quantité de photos. Et le fait est que les labels ou les différents labels qu'on pourra appliquer sur une photo dans un contexte Surfrider sont pas très différents que dans un autre contexte, un autre projet de recherche académique. Ce qui semble logique en effet. Et donc du coup, on va avoir un modèle de données qui va être changeant. Cosmos DB étant une base de données NoSQL, elle supporte plus facilement ce changement de structure. Le deuxième point, on va avoir des besoins de requêtage, notamment pour la partie export des données qui doivent être assez importants. Et puis la troisième chose, une application cloud native, on l'a dit, une application cloud native doit être dans les vidéos précédentes, elle doit être résiliente, elle doit s'adapter à la charge, et donc il y aura des concepts de partitionnement par exemple, qui sont des concepts qui sont implémentés dans Cosmos DB, avec la possibilité d'étendre sa base de données sur plusieurs data centers par exemple, et donc ça aussi c'est des choses que l'on peut faire à travers de Cosmos DB. Voilà. Donc ça fait un ensemble de critères qui m'ont amené à choisir Cosmos DB comme base pour ce projet. Alors l'application, l'API est démarrée, donc je vais pouvoir exécuter mon get qui va normalement me renvoyer rien, puisqu'il n'y a pas de document encore dans la base. Voilà. Donc du coup, jusqu'ici. Et on peut aller voir dans l'explorateur de documents voilà, que j'ai bien aucun document présent ici. Tout est vide, on est parti d'une base de données vide. Et donc du coup, je vais appeler mon post
qui va créer une image. Oui, tout à fait. Donc là, je vais lui donner un ID, je vais commencer premier essai. Comme ça, vous verrez en live que j'ai créé cet enregistrement. Donc là, j'ai pas de retour de réponse, 201. Mais on voit qu'il y a un statut 201 created. Si je refais mon get ici, de suite après, je devrais avoir ce document-là. Voilà. Premier essai. Et on va en refaire un deuxième dans la foulée. Second. Et là, toujours pareil, created. Et si je refais mon get, j'en ai deux. Et voilà. Si je vais là, dans l'interface de Cosmos DB, c'est bon, tu as tes deux premier blocs. Essai, second essai, donc je retrouve bien mes deux, les deux documents. Bah, du coup, je te laisse parcourir peut-être le projet, nous montrer tout à fait. Comment on a créé ça tout à l'heure. On va s'intéresser un peu à la structure du projet. Alors, il y a plusieurs choses qui sont assez intéressantes à voir, notamment qu'on a créé ce projet-là avec la command line interface de Nest, qui nous a proposé une structure de base pour créer une application, mais aussi un ensemble de scripts NPM et de packages utilitaires pour nous aider dans le développement. Donc ici, si on consulte ça, on voit que Nest il donne un certain nombre de scripts de départ, notamment des scripts qui permettent de builder l'application, de faire le formatage aussi avec Prettier, de démarrer l'environnement avec l'application avec plusieurs environnements, notamment dev, debug, donc le debug, Visual Studio Code peut s'auto-attacher dessus. On a aussi des starts qui sont dédiés à la prod, où là on va utiliser un distribub qui est uniquement du JS. Dans le cas du dev, vu que c'est du TypeScript, ça va être plutôt TS-Node qui va être utilisé pour démarrer l'application. Et on a aussi du lint, notamment pour appliquer des règles de bonnes pratiques dans le code, et un ensemble de scripts qui sont dédiés aux tests avec Jest, sachant que pour ce premier projet-là, pour cette première session, on n'a pas fait de test. On n'a pas utilisé les capacités de test. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, tant qu'on est là, on peut dire qu'on a inclus par exemple le SDK Node.js Cosmos DB. Tout à fait. Donc on a inclus plusieurs choses. On a inclus Cosmos, on a inclus la validation, on va en reparler tout à l'heure. On a inclus Moment pour traiter les dates. Et on a inclus .env parce qu'on a un mode debug et un mode release. En mode debug, on a un fichier .env qui contient les variables d'environnement qu'on va avoir besoin dans l'application. Par contre, quand on sera en mode prod, donc on a une condition, on ne va pas utiliser le fichier quand on va déployer. On va utiliser des variables d'environnement qui vont être set au niveau de la ressource dans Azure ou du conteneur. On va lui passer les variables d'environnement directement au conteneur pour nous simplifier le déploiement parce qu'on ne veut pas traiter les variables qui sont contenues dans le fichier. Donc ça, c'est un choix. On peut faire d'autres manières, mais c'est un choix qui marche très bien. Donc du coup, maintenant qu'on a on a vu un peu ça, comment est organisé le projet? Alors c'est assez simple. Du coup, on a dans l'application Nest un module qui est dédié au traitement des images. Dans ce traitement, ce qui va être important, on va partir du haut et on va aller vers le bas. Ouais. On a un contrôleur. Donc ça, c'est un API contrôleur qu'on retrouve sur tous les frameworks MVC. Voilà, exactement. Donc en fait, dans ce contrôleur-là, avec Nest, on utilise des décorateurs pour marquer les classes. Donc là, on a un décorateur contrôleur pour préciser que c'est un contrôleur. On lui a donné un préfixe de route, comme ça, du coup, ce contrôleur est accessible sur la route images. Ensuite, on a plusieurs méthodes à l'intérieur, get et post. Donc la méthode get, c'est celle que tu as exécutée qui renvoie la liste. Et la méthode post, c'est celle qui va permettre de créer le document. Pour faire ça, en fait, on a injecté dans le constructeur de ce contrôleur-là une autre classe qui s'appelle ImageService, qui, elle, fait un certain nombre on va dire, des règles logiques. Alors, dans notre cas, c'est assez simple. C'est plutôt, quand on va créer l'image, on va transformer la structure des données entrant en une structure qu'on veut dans la base. On va voir ça après. Et comme on peut le voir ici avec Nest, par exemple, quand on crée l'image, on utilise un autre décorateur qui s'appelle Body, qui permet de récupérer automatiquement le body de la request sous la forme d'un modèle. C'est la première chose qu'on va regarder. Donc le modèle, il est ici. C'est une classe. Ça correspond aux données que tu as montrées tout à l'heure dans Postman. Et en fait, comme on peut le voir, c'est une classe parce qu'on a utilisé le class validator
pour préciser que ces 3 informations ne sont pas optionnelles, elles sont obligatoires. Et du coup, on a décoré les propriétés avec isNotEmpty. Dans classe validator, il y a plein d'autres validateurs, on peut faire plein d'autres types de validation. Donc ça, c'est un exemple juste pour avoir la base, parce que c'est très important de valider les données entrantes d'une API pour éviter les problèmes, notamment dans la structure des données, et pas se retrouver avec certains cas, typiquement j'ai besoin d'un email, et puis en fait j'envoie n'importe quoi, c'est pas un email, et puis du coup ça corrompt l'intégrité des données. Ouais. Donc du coup, c'est mieux de le faire directement en entrée du contrôleur. Donc voilà, donc ça c'est important de le montrer. Donc, je vais revenir sur le contrôleur. Et pour justement parler de la partie service. Donc service, en fait, c'est un intermédiaire dans lequel l'idée c'est plus tard, après toi, quand tu vas avoir d'autres fonctionnalités, de mettre plutôt tes règles logiques là-dedans. Et de ne pas avoir toute la logique dans le contrôleur et de garder la responsabilité du contrôleur en tant que endpoint avec des accès aux différentes fonctionnalités du métier que tu as à l'intérieur de ton application. Donc ici, du coup, service, vu qu'on l'injecte par constructeur, dans Nest, vu que Nest est un framework qui reprend le mode de fonctionnement d'Angular, enfin certaines parties du mode de fonctionnement d'Angular, il y a un conteneur d'inversion de contrôle. Alors, un conteneur, c'est un module qui va gérer les dépendances, et on va pouvoir faire du dependency injection. Et à partir du moment où on a besoin d'injecter une dépendance, on doit marquer la dépendance avec le décorateur injectable pour pouvoir l'injecter ensuite quelque part. Okay. Donc ici, on voit qu'on a un autre niveau parce que je vais utiliser une autre classe qui s'appelle Image Repository. Celle-ci, elle contient le code qui est spécifique à Cosmos. On va le voir après. Donc là, on voit qu'en fait, dans Image Service, il y a un certain nombre de choses qui sont faites, notamment le Get All Processing Image. Il appelle en fait depuis le repository une fonction Get All Images by Status, et on va lui passer un statut particulier, et en fait, on va aller jeter un coup d'œil là-dessus. Là, en fait, statut est une énumération dans laquelle on a les différents statuts, états au niveau du traitement de l'image. Donc en fait, ça veut dire que là, actuellement, on fait processing image depuis le contrôleur. Pardon, j'ai perdu le service, je vais y revenir. Mais en réalité, on pourrait récupérer n'importe quel type d'image par rapport à son statut. C'est déjà quelque chose qui est possible. Et au niveau de l'insertion, on envoie le modèle directement dans le service. Là, on utilise une syntaxe qui déconstruit l'objet en différentes propriétés pour créer une instance plus riche d'images qu'on va persister dans la base. Elle contient les 3 premières propriétés de base, plus un review count qui va permettre de mettre les reviews et de l'incrémenter à 0. Un statut pour dire c'est en cours de processing. C'est le premier statut. Voilà. Et là, on a le timestamp et on utilise moment pour récupérer la date au moment où on a créé. Une fois qu'on a fait ça, on appelle le repository et on insère l'image dedans. Alors, on ne l'a pas précisé, mais on utilise async await ici parce qu'on renvoie des promesses. Donc d'ailleurs, je crois qu'on en a oublié une ici. Ouais, au passage, fixe en live. On committera après. Voilà. Donc du coup, maintenant qu'on a vu ça, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est le repository. C'est là où finalement on va appeler le SDK Cosmos DB. Voilà, donc là le code il est beaucoup plus volumineux parce qu'on utilise un SDK qui contient des fonctionnalités spécifiques à Cosmos. Donc lui c'est pareil, c'est une dépendance, donc on va l'injecter aussi. Donc on est obligé d'utiliser le décorateur injectable pour pouvoir le faire. Ici on va créer une instance de Cosmos Client, qui est la classe principale qui permet de manipuler derrière des bases de données, des conteneurs dans Cosmos. Ce qu'on a besoin, et c'est pour ça qu'on parlait des variables d'environnement, c'est quand on crée cette instance de lui passer le endpoint Cosmos de notre base de données et la clé d'accès, surtout, c'est presque le plus important pour pouvoir avoir l'autorisation de manipuler les données dedans. Ouais. Une fois qu'on a fait ça, on va retrouver les différentes méthodes, notamment insert et getAllImage by status. Ces deux méthodes font la même chose au début, c'est qu'elles appellent la méthode getImageCollection, qui est une méthode privée qu'on ne peut pas exposer à l'extérieur pour ne pas donner des capacités au service de faire de la manipulation de données. On est obligé de passer par le repository. Et en fait, la responsabilité de cette méthode, c'est uniquement de récupérer une instance d'un conteneur pour pouvoir, derrière, manipuler les documents. Donc, dans l'insert, c'est très simple. On récupère l'image conteneur, le conteneur des images. On va aller récupérer la propriété items. Cette propriété-là dispose d'une méthode create.
on lui passe le document et le document va être créé dans Cosmos. Cosmos, c'est relativement simple à manipuler, notamment dans la création et la persistance des données. Pour Get All Image per Statue, on voit que là, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, beaucoup plus compliqué. C'est plus de code, c'est un peu plus compliqué. On récupère le conteneur, mais cette fois, la différence, c'est que là, on va faire on va récupérer des données, on va devoir faire une requête, parce qu'on a décidé d'utiliser le Core SQL API, enfin l'API SQL de Cosmos pour nous simplifier la vie. Donc là, c'est la même chose que la requête SQL de base, sauf que ça avait des documents derrière. Donc là, notre requête elle est assez simple, on fait un select all from root, donc le root étant le nœud principal du document image qu'on a côté Cosmos, et on va lui dire, tu me prends toutes les propriétés qui sont contenues dedans, et tu fais une condition en disant uniquement pour le statut que je t'ai donné en paramètre. L'enum en TypeScript, ça correspond à des numbers, à des entiers. Donc du coup, côté Cosmos, on a une valeur entier, et donc là, ça va se mettre correctement. L'énumération va être traitée comme un entier, et du coup, on aura la condition qui va s'exécuter. À partir du moment où on a ça, on est obligé de passer aussi des feed options, parce qu'on a activé la partitionnement côté Cosmos. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du partitionnement pendant la partie Cosmos, je ne sais pas si tu veux en parler à ce moment-là, mais ça pourrait être l'occasion là. Mais on en parlera aussi vite fait dans la démo dans la vidéo d'architecture. Ah oui. Et on en reparlera plus longuement dans une autre vidéo probablement sur Cosmos. Ouais, c'est peut-être mieux, oui, en effet, parce que le concept est un peu plus conséquent, on va dire. Bon, en tout cas, juste ce qu'il faut retenir, c'est que vu que nous, on a activé le partitionnement d'un côté, on est obligé de préciser quand on va faire notre requête que oui, on a besoin du cross-partitionnement aussi pour faire la query. Et donc, une fois qu'on fait ça, on a accès à une méthode query. Et on va sur items toujours, et on va passer la query et les options, et on va récupérer un itérator. Et ce itérator contient la liste de documents. Pour pouvoir récupérer une memory et la liste de documents, on utilise la méthode toArray. Cette méthode est une méthode asynchrone parce qu'elle va exécuter la requête pour pouvoir récupérer les documents et lire les documents. Une fois qu'on a récupéré la collection des documents, elles sont disponibles via la propriété result. Ici, on fait un map. Parce que Cosmos renvoie des propriétés qui ne nous intéressent pas forcément. Et donc on fait un convert pour formater en sortie les données comme on les veut. Parce que le gros problème ici, c'est que le SDK Cosmos, même si on lui précise un type, ça va rester globalement en mode any, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est pas forcément typé, c'est du JSON, il est renvoyé en tant qu'objet JavaScript. Donc nous ici, on s'est permis de reconstruire cette instance comme nous on la voulait. Et notamment, on voit que là, pour les strings, on ne fait pas des trucs très compliqués, on fait juste recopier la valeur. Mais dans le cas d'une date, le SDK Cosmos, quand il récupère une date, il va insérer du string, parce que du coup, c'est une chaîne de caractères. Parce que du coup, côté Cosmos, c'est du JSON dans la base, et date, c'est pas quelque chose qui existe en JSON, donc c'est stocké en chaîne de caractères. Et donc là, vu que ça, c'est récupéré en tant que chaîne de caractères, on le reparse avec moment en tant que date. Et ça nous permet notamment, s'il y a un problème dans le format de la date, de récupérer ici nul. Et comme ça, du coup, il n'y a pas de date qui est cette côté client. Ça évite d'avoir une date bizarre et que la personne qui va utiliser l'API avec un front-end, il se retrouve avec un format qui n'est pas un format standard et il ne peut pas utiliser son component date picker. Enfin bref, là, on est certain que c'est nul ou un résultat qui est exactement une date. Voilà. Ouais. Donc on a fait ça ici, c'est un exemple. Une autre solution, parce qu'on aurait pu faire autre chose, c'est qu'ici, certains l'auront peut-être noté qui regardent la vidéo, on fait un select all et on aurait très bien pu aussi faire la restriction des paramètres ici. Ouais. Ça ne nous aurait pas dispensé quand même de faire le parse de la date ou ce genre de choses. Mais ça permet au moins de restreindre les données qui sont renvoyées si besoin. Donc on a le droit de faire ça aussi. Et vu que c'est du NoSQL document, c'est pas vraiment comme une base de données. Ici, on recomposerait un document JSON comme on souhaiterait l'avoir, en fait. Donc voilà pour cette partie-là. Maintenant qu'on a fait ça, dernier point super important, c'est que tous ces éléments-là doivent être définis dans un module. Donc le module, c'est ce qui va permettre de connaître le contrôleur et les dépendances qui sont manipulées pendant l'utilisation du contrôleur. Ici, on va retrouver dans Nest la notion de contrôleur avec notre contrôleur principal, et en provider, ce sont donc les fameuses dépendances. Et on a un repository et un service. Une fois qu'on a défini ce module-là, le module est autonome, hein, donc du coup, je peux aller l'importer dans n'importe quelle autre partie de mon projet. Dans Nest, la partie principale, c'est généralement quand on crée le projet, ou quand on le fait, c'est app module, qui est le premier niveau, qui est le parent, on va dire. Et en fait, ici, on a tout simplement importé le module image dans le module parent, pour qu'il puisse être disponible par la suite. Une fois qu'on a fait ça,
Du coup, l'application est prête et on peut l'utiliser. Ok. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les différentes parties images. Super. Alors, là, en quelques minutes, on a vu les grands éléments de la création d'une API Node.js avec le framework Nest. Encore une fois, il va y avoir la vidéo Unplugged qui va sortir dans quelques jours. Donc, vous pourrez voir le pas à pas de la création de cette API et les erreurs également qu'on a fait pendant la création de cette API. Et si je prends un petit peu de recul, moi, ce que je veux, c'est développer une application cloud native. Donc, finalement, si je prends cette API-là, et si j'essaie de la regarder avec un prisme cloud natif, bien, j'ai une base de données qui est elle-même cloud native, où il y a plein de choses qu'on pourrait faire au niveau de cette base de données, en termes de réplication, de redondance, de montée en charge. Je me retrouve avec une API qui est complètement stateless, parce que j'ai aucun état tu n'as pas d'état sauvegardé ici. Tout à fait. Donc ça veut dire que je vais pouvoir la scaler sur un grand nombre de nœuds et les requêtes vont pouvoir être indifféremment servies sur un nœud ou un autre. Tout à fait. Est-ce que tu vois, toi, quelques autres éléments qu'il faudrait rajouter à ce projet-là pour le faire un petit peu plus cloud natif? Potentiellement, ce sera intéressant de voir tous les cloud patterns qui peuvent être utilisés. Je pense notamment tout ce qui est retry, le faute tolérante, en fait, tout ce qui est résilient. Sur la partie Cosmos DB, du coup sur la classe Cosmos, et dès qu'on va avoir accès à des tiers, parce que je sais que tu veux aussi potentiellement récupérer des éléments qui viennent d'autres parties dans Azure, que tu vas traiter dans d'autres vidéos. Donc ça, c'est des choses qu'il faudrait penser principalement en premier. Après, en termes d'architecture en elle-même, ça va dépendre du scope de ce que tu veux faire derrière. Est-ce que tu veux conserver ton application comme un monolithe et mettre tout dedans, ou est-ce que tu veux la séparer? Et dans ce cas-là, si tu la sépares, évidemment, tu auras d'autres contraintes. Là, l'avantage, c'est que Nest, il te permet quand même, il t'offre un certain nombre de possibilités si tu décides de splitter ton application, notamment en multiples services, puisqu'il y a un ensemble de packages qui sont disponibles dans Nest, notamment pour gérer le messaging par les bus. Bon, là, c'est RabbitMQ. Tu peux tout à fait faire du service bus et créer toi-même ton service aussi, hein, ça marche. Donc, tu as ça. Ou faire du RPC si tu veux, pour faire de la communication directe, si tu as envie. Et puis, Nest propose aussi un module CQRS qui a une notion d'agrégation et d'event. Donc, on peut faire du CQRS event sourcing. Cosmos est une base qui marche plutôt pas mal pour l'event sourcing aussi. Donc, tu vois, tu as d'autres possibilités qui sont pas forcément liées au cloud natif, mais qui sont plus dans la mouvance un peu de ce qui se fait et qu'on voit dans le cloud, tourner dans le cloud. Donc, ce serait plutôt ces éléments-là que je m'intéresserais potentiellement, de voir s'il y a un intérêt. Et donc, du coup, après, d'envisager d'utiliser telle partie ou telle partie de Nest. Là, je parle typiquement pour Nest. Pour Nest, ouais. Mais après, pour moi, le point principal, c'est surtout la résilience. Puisqu'en fait, malgré que ce soit quelque chose qu'on dit souvent, il y a encore beaucoup de personnes qui ne le font pas. Et malheureusement, le jour où ils ont un problème, ils n'ont pas prévu le coup. Et c'est là que ça devient problématique, alors qu'ils ont peut-être tourné pendant plusieurs mois sans aucun souci. Donc, je penserai à ça en priorité. Voilà. Et puis après, en tout cas pour ton API à toi, la documenter avec un API Explorer, enfin OpenAPI, un Swagger. Voilà, pour que ce soit plus facile aussi, vu que tu vas les déployer dans le cloud. Un autre point qui peut être intéressant aussi, c'est si tu veux gérer plusieurs versions de ton API, potentiellement penser à quelque chose comme un API management ou des choses comme ça qui pourront te permettre d'avoir deux versions différentes. Ça marche pas mal en plus avec les conteneurs, parce que du coup tu peux avoir des versions d'images différentes. Là, l'application elle est prête à être mise dans des conteneurs parce qu'on utilise des variables d'environnement pour les paramètres. Ouais, donc du coup tout est prêt. Donc tu pourrais faire ça et avec API Management avoir deux versions d'API, même plusieurs si tu veux, en fonction des cas que tu fais, parce que vu que toi tu as un modèle qui est générique et que ça peut être traité par plusieurs types d'entreprises, ou là tu parlais de chercheurs, par exemple il y a Surfrider, c'est une association, potentiellement tu pourras avoir, eux ils vont peut-être pas avoir les mêmes versions exactes et tu pourras avoir différentes versions. Donc voilà, c'est plus des axes potentiels. De réflexion. Super. Ok. Merci beaucoup Sylvain. Je t'en prie, merci de m'avoir invité. Peut-être une prochaine. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Suivez-moi sur Twitter, ou n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne pour être au courant des prochaines vidéos et notamment de notre version Unplugged où on va créer en fait ce projet-là from scratch avec vous. Et toujours pareil, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires
ou sur Twitter de vos avis sur les vidéos, des sujets que vous aimeriez voir. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon été, et je vous dis à bientôt lors d'une prochaine vidéo de la série Café Dev Summer Edition. Salut tout le monde. Salut.